Alors c'est vrai on l'a commenté hier, avant-hier, parce que les marchés américains, Wall Street, se prenaient à garder espoir de voir la raison s'imposer à la Maison-Blanche sur les droits de douane réciproques. On en reparlera évidemment à partir de demain et de lundi, qui sont censés entrer en vigueur le 2 avril. Sauf que voilà, boum, Donald Trump, cette nuit, impose de lourds droits de douane, des tarifs douaniers sur les voitures, sur les bagnoles. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Alors, Trump qui vient donc d'annoncer cette nuit cette droit de douane de 25% sur toutes les voitures qui vont rentrer sur le sol américain. Soit dit en passant, avant les droits de douane étaient de 2,5%, donc effectivement c'est beaucoup plus, mais en cumulé ça fait maintenant 27,5%. Il a mis à exécution ces menaces. Certains disaient, il va hésiter, il aura peut-être la main qui sera fébrile. Non, on est sur une position dure là pour le coup. Oui, une position dure et choc, c'est clair, c'est pas rien. Vous l'avez répété, hein, c'était 2,5%, donc c'était quand même assez peu significatif jusqu'à présent, les droits de douane américains sur les importations d'automobiles. Alors dans l'autre sens, alors, il y avait quand même 100% sur les voitures électriques chinoises, n'oublions pas, et d'ailleurs ça avait été Biden qui avait augmenté ces droits de douane-là. Et donc là, on fait 10 fois plus, donc c'est colossal, sachant que, juste pour donner quelques chiffres, à mon avis c'est assez important, le déficit commercial américain sur donc les biens manufacturés, c'est un peu plus de 1000 milliards de dollars. Et on dit qu'à peu près un quart de ce déficit commercial, la voiture, c'est la bagnole, comme vous avez dit. Et aussi les pièces détachées, en réalité. Il n'y a pas que les voitures finies. Donc on peut comprendre aussi, quelque part, quand on dit ça, que la Maison-Blanche et que ça intéresse et que le secteur auto soit au cœur, encore une fois, des attentions, on va dire, de la Maison-Blanche pour réduire ce déficit commercial. Oui, alors il y a à la fois, je pense, le raisonnement trumpiste, assez simpliste, sur, en fait, on nous pique nos bagnoles, notre argent, notre production. Et donc, il suffit de monter les droits de douane pour remplacer les importations par une production domestique et locale. Le fait que, symboliquement et politiquement, c'est un message assez fort envoyé au reste du monde. Dire, voilà, les États-Unis vont mettre en place ce qui a été annoncé et une politique ultra-protectionniste, quitte à subir, au moins à court terme, et on verra ce que ça peut donner, mais des turbulences fortes, on le voit d'ailleurs sur les marchés. Et puis la question de la gestion, alors ça, ce qui va être à mon avis le problème quand même aussi assez majeur et assez rapide, d'un rebond d'inflation sur certains secteurs. Et là, pour le coup, la question de l'automobile, des analystes disent que ça peut entraîner des hausses de prix de 5 000 à 10 000 dollars en moyenne sur l'automobile. Pour le consommateur américain. Pour le consommateur final, qui quand même s'est plaint dans l'élection présidentielle de la hausse des prix des œufs. Donc je ne sais pas comment ça va être géré, sachant que, on reviendra peut-être là-dessus, beaucoup de modèles qui sont fabriqués à l'extérieur, notamment Canada et Mexique, sont des modèles très populaires auprès des Américains. Et qui sont produits par des industries américaines en réalité. Ça, il faut l'expliquer, évidemment. C'est-à-dire que les voitures américaines, beaucoup de constructeurs américains produisent au Mexique et au Canada tout ou partie des véhicules. Qui est visé au final? C'est le Canada, le Mexique, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, finalement tous ceux qui... Les Dirty 15. Les Dirty 15, comme ils les appellent. Ah oui, alors, quand on regarde, pour donner aussi encore quelques chiffres, je crois qu'il y a à peu près 16 millions de véhicules qui sont vendus, qui ont été vendus aux États-Unis. La moitié sont importés. Et là-dedans, sur cette moitié importée, il y en a quasiment, du coup, l'autre moitié, donc la moitié des importations, c'est Mexique et Canada. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, les entreprises américaines sous-traitent une partie, notamment au Mexique, qui est quand même un gros sous-traitant américain, et une partie au Canada. Et le reste, ça va être l'Asie, notamment, on a le Japon et la Corée du Sud. On voit, les modèles japonais et coréens sont extrêmement aussi populaires aux États-Unis, et donc il y a une importation assez forte de ce type de modèles. Et j'allais dire, dans une moindre mesure, c'est l'Europe, et dans l'Europe, c'est l'Allemagne, principalement. Enfin, l'Allemagne, après, il y a d'autres sur les... C'est plus compliqué. Sur les pièces détachées, c'est pas forcément que l'Allemagne, ça peut être aussi l'Italie. Qui va souffrir le plus dans cette affaire? Alors, à court terme, c'est clair que le choc, il est extrêmement violent pour le Mexique. Et le Canada dans une peut-être moindre mesure. Mais ça pénalise les constructeurs américains. Ah oui, d'accord. Mais dans la production, bien sûr, ça va pénaliser les constructeurs américains. Qui vont délocaliser. Qui vont voir les coûts de leur intrant augmenter, mais dans la production, notamment mexicaine ou canadienne, ça va avoir des effets quand même qui sont très forts. C'est pour ça qu'ils sont aussi inquiets. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que la question, c'est est-ce que finalement...
ça va générer un processus de réindustrialisation et de relocalisation pour contourner ces droits de douane. Pour le moment, à court terme, non. C'est le pari de Donald Trump de se dire qu'il va pouvoir relocaliser comme ça des usines sur le sol américain. On peut le comprendre aussi. Il a dit, regardez, il y a des usines, en plus des étrangers qui ont investi aux États-Unis, ils ne font pas tourner à plein régime leur entreprise, ça sera l'occasion de les faire tourner à plein régime. Donc l'idée, c'est de substituer aux importations, en fait, une production domestique. Mais dans un premier temps, c'est effectivement, la question c'est comment les exportateurs vont s'adapter ou pas. Est-ce qu'ils vont réduire leur marge? Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que de toute façon, on ne peut pas faire face à 25% de droits de douane. Donc on va exporter, ça va coûter plus cher. Et donc c'est le consommateur américain. Et donc c'est le consommateur américain. Mais est-ce que le consommateur américain va acheter plus de Tesla ou de voitures produites sur le... Elon Musk a réagi en disant que ça augmenterait les coûts de production. Et oui, mais en fait, pourquoi? Parce que tous ces grands constructeurs sont quand même imbriqués dans des chaînes de production mondiales et que 100% des voitures ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Donc même si vous avez Ford ou General Motors ou Stellantis aussi qui a des marques américaines, on sait qu'ils sous-traitent beaucoup aussi une partie des pièces, des moteurs en dehors des États-Unis. Donc forcément, in fine, il y aura un choc. C'est pour ça que les indices boursiers ont réagi, y compris de l'industrie des marques américaines qui normalement devraient bénéficier, parce que ce que vend Donald Trump, c'est que c'est America First. En gros, c'est relancer l'industrie américaine. Or, les marques américaines aussi subissent ce choc-là. Quelle réaction, je pense à l'Europe, le Canada. Je crois que Donald Trump a dit s'ils réagissent, on va encore augmenter les droits de douane. On fait quoi dans ces cas-là? C'est bien la difficulté, c'est est-ce qu'on rentre dans une guerre commerciale? Alors, Éric Lombard, ministre de l'économie, a dit qu'il fallait évidemment que l'Europe réagisse. Oui, réagisse en ciblant, peut-être, c'est ce qui a été fait, des produits américains. Le Bourbon. Voilà, alors on l'a fait. On va taxer à 200%. Voilà, donc le problème, c'est que la balance commerciale, elle est déficitaire du côté américain, elle est excédentaire chez nous. Je regardais les chiffres, je crois que c'est 57 milliards d'exportations de voitures européennes en direction des États-Unis, on n'en importe que 13 milliards. Donc, on pourrait mettre des mesures de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on n'importe pas beaucoup? C'est parce que les Européens n'en achètent pas. D'abord, on ne va pas les obliger à acheter des bagnoles américaines non plus. Non, on va pas les acheter et qu'on est plus performant en fait sur l'automobile. C'est vrai que c'est pas un secteur où les Américains sont forcément pas forcément un leadership. Effectivement, on ne va pas acheter des voitures américaines qui ne sont pas forcément adaptées à nos besoins aussi. En général, c'est vrai qu'on est taxé 4 fois plus. Les Américains sont taxés à 2,5 sur les importations de véhicules étrangers. L'Europe, c'est sur les véhicules américains 10%. Oui, c'est 10%. Donc, bon, on pourra avoir un alignement sur les droits de douane. Là, on est rentré dans quelque chose qui est quand même une espèce de compétition sur les droits de douane, mais qui déstabilise quand même beaucoup j'allais dire l'organisation du commerce mondial et notamment sur ces chaînes de production. L'automobile, c'est quand même un élément assez puissant industriel. Et donc on réagit comment, nous, l'Europe, là-dessus? Pour le moment... Et au travers de l'Allemagne? Pour le moment, l'Europe le problème, c'est que les intérêts des Européens ne sont pas forcément communs. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quand même l'Allemagne qui est le plus exposée à cette affaire-là. Sur les voitures premium. Sur les voitures premium. Donc c'est comment l'Allemagne va pouvoir, et l'Europe du coup va s'adapter à cette enchère ou cette surenchère. La question, c'est qu'on pourrait répondre, c'est possible qu'on réponde par des droits de douane. Effectivement, ça ne va pas changer grand-chose pour nous parce qu'on n'en importe pas tant que ça, en réalité. Mais est-ce que derrière, Donald Trump dit « je fais 50 ». La question, c'est qu'on voit bien qu'il est dans un rapport de force qui est vraiment un jeu de poker. Et puis, il y a l'autre question qui est mal traitée, c'est qu'on parle des automobiles, mais en fait, il y a toutes les pièces détachées de l'automobile qui traversent aussi plusieurs fois les frontières. Et donc, est-ce qu'à chaque fois qu'elle traverse la frontière, vous prenez 25%? Donc, en fait, ce n'est pas juste le produit fini, c'est aussi l'ensemble à chaque fois que vous avez un passage à la frontière. Trump a ajouté que, alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais que sur des véhicules qui sont assemblés pour partie par des producteurs américains, sur le sol américain et au Mexique, au Canada, là, les 25% seraient uniquement sur la part... La valeur ajoutée qui n'est pas produite aux États-Unis. Mais allez-y pour le calculer. Non mais voilà, le problème c'est que autant sur des choses comme l'acier, l'aluminium, c'est assez facile à faire, mais distinguer en fait entre les pièces détachées qui ont déjà été taxées, du véhicule, de l'assemblage, etc. en disant en fait je taxe uniquement la valeur ajoutée qui n'est pas produite aux États-Unis, ça semble assez, ça va vite devenir une usine à gaz. Donc j'ai du mal à comprendre en fait si vraiment ça va s'appliquer, parce qu'il a dit les 25% s'appliquaient là dès début avril sur l'automobile et 25% suivants, début mai, sur les pièces détachées, les moteurs, etc. Trump qui nous parle de 100 milliards de dollars par an de revenus supplémentaires en lien avec ces 25% de droits de douane.
Ce qui est intéressant avec Donald Trump, c'est qu'il veut toujours le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il dit à la fois, je mets ces droits de douane pour relocaliser, réindustrialiser, faire en sorte qu'on produise aux États-Unis. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a plus d'importation. Et donc du coup, il n'y a plus de recettes fiscales liées à ces importations. Ouais. Son raisonnement, il est assez intéressant là-dessus, c'est qu'il va prendre 25% des importations d'aujourd'hui, comme si rien ne changeait, quoi. Et donc vous gagnez sur les recettes fiscales, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait de l'inflation supplémentaire, que c'est le consommateur américain qui paye. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vraiment c'est efficace, la stratégie de Donald Trump, ça doit diminuer fortement les importations de l'extérieur. Donc du coup, ça fait fondre les recettes douanières. Ça ne marche pas, ce raisonnement-là. Donc c'est un peu aussi le consommateur américain qui va payer la facture. C'est pour ça que Donald Trump peut-être a parlé aussi de déduction fiscale sur les emprunts automobiles des Américains qui achèteraient des voitures américaines, peut-être pour compenser un petit peu le... Oui, alors après, voilà, il y a un coût budgétaire, je pense, à cette déduction fiscale sur les emprunts dédiés à l'automobile. Après, il faut que ce soit fléché en direction d'achats qui sont réalisés de voitures produites américaines. Mais là, après, il va falloir bien identifier ce concept de valeur ajoutée, ce que ça veut dire une voiture produite exactement aux États-Unis. Bon, les choses ne sont pas très simples. Voilà, bon, on est dans cette logique-là de subvention à l'achat américain et mettre des barrières douanières qui sont très fortes. La question, c'est, ça ne sera certainement pas suffisant pour compenser le choc inflationniste. Une fois de plus, la moitié des véhicules aujourd'hui sont importés de l'extérieur. Le consommateur américain va voir la facture assez salée. Est-ce que l'opinion publique va suivre? Est-ce que, on voit, parce que ce qui est trop compliqué, c'est qu'à mon avis, le consommateur américain ne va pas être très content dans cette affaire-là, avant de voir des effets bénéfiques sur l'emploi local ou domestique. Ça, c'est quand même le premier point. Et le producteur n'est pas content aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas vu l'ensemble des grands chefs d'entreprises d'automobiles américaines dire « super, youpi, c'est hausse de droits de douane ». Donc je ne vois pas le gain final, à mon avis, à part le côté symbolique, dire je vais négocier avec le reste du monde et vous allez voir ce que vous allez voir, pour le moment, est loin d'être évident. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.